On ne se rend pas toujours compte, mais derrière chaque visite chez le médecin, derrière chaque annonce de santé publique, il y a en fait tout un plan directeur mondial. C'est un peu comme l'architecture invisible de notre santé. Et aujourd'hui, on va justement explorer ce qui se cache derrière ce plan. Tout part de là. Cette phrase, elle peut paraître simple comme ça, mais en 1946, c'était carrément révolutionnaire. Ça vient de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé et ça a complètement changé la donne sur notre façon de voir la santé. On est passé de l'idée de ne pas être malade à une notion de bien-être total. C'est un changement de perspective énorme. Donc, cette simple phrase, c'est vraiment la base, la pierre angulaire de tout le système. Mais ce qui est fascinant, c'est que son impact va bien au-delà d'une simple définition. Non, son vrai pouvoir, c'est d'avoir mis en marche un véritable mouvement mondial. Et c'est ça le vrai tournant. La constitution de l'OMS ne fait pas que décrire ce qu'est la santé, elle fait un pas de géant. Elle la proclame comme un droit humain fondamental, pour tout le monde et partout. Et cette affirmation audacieuse, elle a préparé le terrain pour tout ce qui allait suivre. Ok, c'est bien beau d'avoir une grande idée, un grand principe. Mais comment on passe de cette idée à quelque chose de concret, de légal? Eh bien, c'est là que les Nations Unies entrent en scène, avec des accords super importants qui vont transformer cet idéal en une véritable obligation pour les pays. Alors, le document clé à retenir, c'est celui-ci, le PIDESC. C'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est son article 12. C'est lui qui prend la belle vision de l'OMS et la transforme en engagement juridiquement contraignant. La santé n'est donc plus juste une aspiration, c'est une obligation légale. Bon, mais alors, un droit à la santé, qu'est-ce que ça veut dire au juste, dans la vie de tous les jours? Parce que c'est une chose d'avoir des droits écrits noir sur blanc, mais comment ça se traduit concrètement quand on pousse la porte d'un hôpital ou d'un cabinet médical? Pour que ce soit bien clair, ce droit a été décomposé en 4 grands piliers. Pensez-y comme les 4 pieds d'une table. Il faut les 4 pour qu'elle tienne debout. D'abord, la disponibilité. Il faut assez d'hôpitaux, de médecins, de médicaments. Logique. Ensuite, l'accessibilité. Tout le monde doit pouvoir y accéder sans que l'argent ou la distance soit un obstacle. Troisième pilier, l'acceptabilité. Les soins doivent respecter la culture de chacun, l'éthique et enfin, bien sûr, la qualité. Les soins doivent être efficaces et basés sur la science. C'est avec ce cadre qu'on peut vraiment évaluer si le droit à la santé est respecté. Ok, on a vu l'aspect individuel, mais ce droit à la santé a aussi une dimension collective super importante. C'est ce qu'on va voir maintenant, comment ce grand plan nous prépare à faire face aux menaces qui nous concernent tous, comme les pandémies. Parce que oui, notre santé, c'est aussi une question de sécurité pour tout le monde. Cette frise chronologique, elle est très parlante. On voit bien que tout s'est accéléré récemment. En 2005, on avait le Règlement sanitaire international, le fameux RSI. C'était un peu notre première ligne de défense. Et puis, la Covid-19 est arrivée. Et là, on a vu les failles du système. Du coup, ça a tout bousculé. On a commencé à négocier un nouveau traité sur les pandémies. Et en 2024, on a même revu le RSI en profondeur. C'est la preuve que c'est un système qui apprend, qui s'adapte en permanence. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? L'image est assez simple en fait. Le RSI, c'est notre alarme incendie. Il sonne quand le feu est déjà là, pour qu'on puisse réagir vite. Le nouveau traité sur les pandémies, lui, c'est différent. L'idée, c'est de construire des bâtiments qui ne peuvent pas prendre feu dès le départ. C'est de la prévention. On ne veut plus seulement réagir, on veut anticiper. On a parlé du global, des pandémies. Maintenant, on va refaire un zoom arrière pour revenir à l'échelle de la personne. Parce qu'au fond, le cœur de tout ce plan, c'est bien ça, protéger chaque patient. Et surtout, ceux qui sont les plus vulnérables. Et pour ça, on a des textes très spécifiques qui sont essentiels. D'un côté, les droits de l'enfant. Ça veut dire que pour chaque décision médicale concernant un enfant, son meilleur intérêt doit toujours passer en premier. Toujours. De l'autre, les droits des personnes en situation de handicap. Ça garantit un accès aux soins de même qualité, sans aucune discrimination et, chose cruciale, avec un consentement éclairé. C'est-à-dire que la personne a toujours le dernier mot. C'est ça l'équité en pratique. Et maintenant, on va amener toute cette grande histoire mondiale dans un lieu que tout le monde connaît, la salle d'examen. Comment est-ce que tous ces grands principes se concrétisent dans la relation entre un soignant et un patient? Eh bien pour ça, il y a un guide. C'est la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO. Il faut vraiment la voir comme une boussole éthique, un guide moral pour tous les professionnels de la santé partout dans le monde. Et cette boussole, elle indique plusieurs directions cardinales. Premièrement, la dignité. C'est simple, c'est non négociable. Chaque personne doit être traitée avec un respect absolu. Deuxièmement, l'autonomie et le consentement. Là aussi, c'est limpide. C'est son corps, c'est sa décision. Aucune procédure sans consentement libre et éclairé. Et enfin, la vulnérabilité. Ce principe nous rappelle qu'on a un devoir de protection supplémentaire envers les personnes les plus fragiles.
Donc voilà, on a ce plan directeur mondial pour la santé, c'est impressionnant. Mais un plan, aussi beau soit-il sur le papier, il ne vaut rien sans des constructeurs pour lui donner vie. Alors la question qui se pose pour finir, c'est qui sont ces bâtisseurs? Les gouvernements, bien sûr, les soignants, évidemment, mais peut-être aussi nous tous, à notre échelle. Voilà une question qui mérite qu'on y réfléchisse.